et par l'effort opiniâtre de sa raison, de son intuition et de son imagination. Elle montre l'homme émergeant de la bestialité pour cheminer vers la connaissance qui est à la fois compréhension et participation. Compréhension, c'est la pensée, et participation, c'est l'action. Et plus loin, elle est à la fois miraculeusement écriture et parole, tradition et évolution. Elle instaure le dialogue éternel du passé et de l'avenir, elle est souvenir et prophétie. Ce que nous dit là Richard Dupuy, c'est que la tradition n'est pas le réceptacle de coutumes figées et d'idées stériles, mais bien au contraire le symbole de la vie, de l'évolution et des progrès à réaliser. La tradition est vivante, elle peut donc être, et elle doit donc être réinterprétée et sans cesse enrichie. En ce qui nous concerne, francs-maçons de la Grande Loge de France, et du moins en ce qui me concerne, je pense que la tradition du rite écossais ancien et accepté est née de l'interpénétration du monothéisme religieux du peuple hébreu et de la philosophie grecque. C'est à travers cette conjonction de la loi morale, du premier, et de l'image du logos, de la raison, élaborée et promue par la seconde, qu'il est possible à chacun d'entre nous de chercher quelle est sa place dans le cosmos, de donner du sens à sa vie, de se situer entre l'immanence et, pour ceux qui y croient, la transcendance. C'est-à-dire la nécessité absolue d'aller plus loin que la lecture littérale du rituel, mais d'éclairer celui-ci avec les apports de ces deux traditions, et donc de lire et de s'appuyer, chacun à sa propre manière, et sur la Bible, et sur les philosophes. L'on pourrait élaborer le même schéma général de réflexion quant à la loi morale et à l'équité. Les concepts de loi et de justice, pas plus que celui de la tradition, ne sont explicités dans le rite. Ils représentent au contraire des éléments de réflexion à travailler, à s'approprier, puis enfin et surtout à utiliser. Tant il est vrai que chaque outil qui est fourni ne prend sa véritable dimension que par l'usage qui en est fait. Le ciseau et la pierre sont riches de l'œuvre d'art potentiellement, peut-être, mais une potentialité n'a jamais aucune réalité. C'est leur usage par la main et l'esprit du sculpteur qui feront apparaître l'œuvre, mais celle-ci n'existe que dans l'acte de sa création. Je pense qu'il est peut-être bon d'expliciter, ou de tenter de le faire à tout le moins, l'usage d'un corpus théorique symbolique par des exemples concrets. Prenons comme exemple le cas de la justice, c'est-à-dire plus généralement le thème de l'égalité et de l'équité. La première question qu'il convient de se poser est de savoir si ce thème est un thème maçonnique et de société, ou s'il n'est qu'un thème de société, auquel cas, point n'est besoin d'une approche initiatique pour le traiter. Mais il se trouve que ce thème est présent dans de nombreux degrés du rite, et même dès le premier degré. C'est-à-dire que tous les nouveaux apprentis sont invités à s'y pencher. C'est du reste le thème central de la question étude des loges de ces 2 dernières années. Et si le rite nous invite à préférer en toute chose la justice et la vérité, vous ne trouverez nulle part dans le rituel la moindre définition de la justice, ni pourquoi la préférer, ni comment la mettre en œuvre. Le rite suggère une voie de travail, pose un questionnement dont on peut se saisir, mais ne fournit pas la réponse. Nous restons complètement en dehors de toute affirmation religieuse ou de tout slogan politique, bien évidemment. Il faut donc, pour élaborer sa propre réponse, travailler par soi-même, mais avec les autres, dans le cadre collectif de la loge. Il est également évident qu'il s'agit d'un thème de société. Nous avons tous, en tant que citoyens, le sentiment, juste ou faux, peu importe, que les inégalités existent et augmentent dans nos sociétés occidentales. De ce fait, tant sur le plan social, politique que philosophique, la question de la justice nous est posée à chacun de nous, personnellement, car elle nous intéresse en tant que citoyens et qu'elle touche directement l'humanité, qui est en l'homme et qui le fait homme. Comment aborder un tel sujet ? Si l'on ne commence pas d'abord par considérer comment il fut traité par les anciens, et bien évidemment dans le cadre de nos 2 traditions constitutives,
la grecque et l'hébraïque. Comment ensuite ne pas approcher les textes classiques et leurs opinions opposées? Peut-on ignorer Marx et peut-on ignorer Tocqueville? Peut-on oublier Dostoïevski et son approche de la justice par le biais de la responsabilité et de la culpabilité? Peut-on méconnaître les travaux contemporains de Paul Ricoeur et de John Rawls? Alors, une fois parti dans cette quête du sens des mots et de l'évolution des idées, vous découvrirez que ce problème a déjà été envisagé sous de multiples aspects et que certaines des conclusions qui ont été apportées il y a bien longtemps sont étonnamment modernes. Dans le cadre du judaïsme classique, la notion de l'année jubilaire, qui survenait une fois tous les 50 ans, puis qui est devenue l'année sabbatique tous les 7 ans, fait apparaître quelques indications essentielles. Cette année-là, les fruits des champs et les récoltes doivent être laissés aux animaux et à ceux des hommes dans le besoin. Le propriétaire du terrain ne peut les utiliser pour son usage personnel. Dans l'année jubilaire, il convient aussi de remettre les dettes et de redistribuer les terres. C'est un programme qui est toujours éminemment révolutionnaire, mais c'était il y a 2500 ans. Mais l'idée sous-jacente qui nous importe, qui est bien plus importante, c'est que tout homme, au fond, a droit à une nouvelle chance, que rien n'est jamais définitivement conclu et qu'il ne doit pas être voué à s'enfoncer dans une pauvreté irrémédiable. Ce n'est nullement une idée du corpus maçonnique, mais c'est une idée qu'un maçon peut s'approprier. Dans le cadre des législateurs athéniens comme Solon, et dans celui des réformes administratives menées par Clisthène, par exemple, une autre réponse est donnée au même problème. Clisthène, dans la réforme fondamentale qui crée la ville d'Athènes, redistribue les terres entre les 10 tribus et entre les 3 clivages géographiques de population. Solon va faire apparaître les limitations nécessaires de la richesse, s'agrandissant sans cesse, mais également de la pauvreté. Les inégalités sociales sont naturelles, mais elles doivent être contrôlées et régulées. Autre philosophie, autre solution, mais les finalités, au fond, ne sont-elles pas rigoureusement les mêmes? Si Aristote vous inspire plus, la théorie de la justice basée sur les proportions arithmétiques, géométriques ou harmoniques vous retiendront peut-être. Cette théorie nourrit toujours l'œuvre des penseurs contemporains. Avec Paul Ricoeur, vous vous poserez la question de comment assurer le respect de l'altérité et de la justice vis-à-vis d'autrui et de l'absolue nécessité de disposer d'institutions justes assurant la correction des inégalités excessives. Paul Ricoeur, c'est il y a quelques années. La pensée fondamentale de John Rawls, qui est mort en 2002, vous entraînera à partir du droit de chacun à jouir de la même liberté, à la nécessité de garantir que les inégalités sociales et économiques, c'est un auteur extrêmement libéral, Rawls, que les inégalités sociales et économiques seront assurées de telle manière qu'elles bénéficieront malgré tout aux plus défavorisés. Rawls part de la liberté, mais insiste sur la priorité de la justice, sur l'efficacité. Le droit a en charge de créer les institutions justes, le mot est le même que chez Ricoeur, qui fonctionnent à l'avantage de tous et pas seulement de quelques-uns. On pourrait ajouter d'autres exemples, mais ce n'est pas le lieu de traiter la question de la justice, mais seulement de prendre, pour exemple, une question qui ressort à la fois du travail de réflexion initiatique dans la loge et de l'action dans la société. Alors, à partir de l'ensemble de ces matériaux, initiatiques pour les uns, ceux que vous aurez extraits de nos traditions fondatrices, grecques ou hébraïques, philosophiques pour les autres, y compris ceux des auteurs contemporains, il deviendra possible, dans le cadre d'un travail en loge, de construire, tel l'architecte, assemblant les matériaux qu'il a choisis, une pensée cohérente sur le sujet, pensée qui aura été éclairée par la méthode maïeutique du débat en loge, avec les frères de l'atelier aux idées très souvent et heureusement différentes, mais pensée qui vous appartiendra en propre et que vous serez peut-être amené à porter à l'extérieur du temple pour y défendre votre propre point de vue. Ainsi, votre démarche vous semblera terminée. Après la réflexion symbolique à partir du rite et de la tradition, mise au point d'une thèse personnelle sur le sujet après échange avec la loge, et vous pourriez légitimement
vous dire, voilà un vrai travail maçonnique, élaboré dans la loge et poursuivi à l'extérieur du temple. Eh bien, pour ma part, je ne le pense pas. Pour quelle raison ? Parce qu'il ne suffit pas qu'un travail soit commencé en loge, pour que ce travail soit ipso facto un travail maçonnique. Si cela était, comme tout serait simple, que manque-t-il alors ? Il manque au travail d'avoir été vérifié, d'avoir été éprouvé, par l'équerre et le compas pourrions-nous dire, en fait de s'assurer que le travail, ainsi supposé achevé, est bien conforme à sa destination. 3 questions essentielles sont alors à se poser à soi-même. Ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit, ce que je pense sur ce sujet,